Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série En coulisses. Notre invitée du jour est une véritable entrepreneure culturelle qui a décidé de faire briller les artistes français aux États-Unis en fondant Piaf Entertainment. Bonjour et bienvenue Anne-Lorraine, on est très content de vous recevoir sur cet épisode. Merci, bonjour Marilyn et Alex. Merci à vous de m'accueillir. Toujours ravie de pouvoir parler effectivement de ce qui nous tient à cœur à Piaf Entertainment, entre autres. Et Donc merci merci à d'avoir vous. accepté l'invitation surtout. Alors, vous avez un parcours assez incroyable puisque vous avez fait de la mathématique, aérospatiale et aujourd'hui de la production culturelle. À quel moment vous avez senti le besoin ou l'envie d'aller vers la production culturelle justement? En fait, je crois que je l'ai toujours eu, cette envie, en moi. Mes parents m'ont mis sur scène quand j'avais 5 ans. Comme toutes les petites filles, on a commencé à faire, de la danse. Et en fait, je pense que j'ai toujours été attirée par le monde culturel, mais mes parents, me disaient toujours: «Fais des études d'abord, on verra ensuite». Donc ils m'ont pas empêchée de faire ce que j'avais envie de faire. Mais par contre, si dès qu'on disait bon ben ça pourrait être au niveau professionnel pour la danse par exemple, là mes parents m'ont dit non, pas au niveau professionnel, fais des études d'abord. Donc effectivement, j'ai fait des études, j'ai été aussi haut que on pouvait aller et et puis et en fait à la fin de ma thèse, alors pendant que je faisais ma thèse, j'ai été dans une compagnie de danse quand même. J'ai réussi à faire les deux. D'accord. J'avais des journées vraiment très chargées, mais j'ai réussi à garder les deux, à faire les deux. Ça vous a entraîné? Ça m'a entraîné absolument. Maintenant, je suis extrêmement rodée. Et en fait, quelqu'un m'appelle en disant il cherche une chorégraphe à Dakar, est-ce que ça t'intéresse? Et donc j'ai dit bon, bah oui, j'avais ma thèse donc, en poche. Et donc, je suis partie à Dakar comme chorégraphe. Donc en fait, j'ai jamais vraiment bifurqué, j'ai toujours été à cheval sur les deux, en fait, le milieu artistique et puis le milieu beaucoup plus scientifique. Voilà. Et comme Ça a les duré combien chiens. de temps, Pardon, à Dakar? Ça a duré combien de temps? Ouais, ouais, à Alors j'avoue Dakar, qu'au ouais. bout de 2 ans, je me suis dit: «Bon, alors je vais peut-être faire un métier, normal et peut-être que je vais rentrer en France pour travailler» et enfin travailler, oui, c'était quand même du travail, mais voilà, je pense que c'est l'influence des parents et je sais que je suis pas la seule, l'influence des parents, qui, qui trouvent que tout ce qui est artistique, c'est pas un métier alors qu'en fait, oui, si, c'est un vrai métier. Et donc je pense que la petite voix de mes parents effectivement qui me disait: «Bon, ben voilà, c'est bien, tu t'amuses bien, je danse beaucoup, je chorégraphie beaucoup, mais ça serait peut-être bien de rentrer puis de travailler». Moi, je travaillais sur la fusée Ariane, de me dire, j'ai été appelée pour travailler justement à Ariane Espace et bon, effectivement, c'était dans la logique d'avoir enfin, de mettre en pratique ce que j'avais fait lors de ma thèse, que je travaillais pour ma thèse, je travaillais sur les problèmes de vibration de la fusée Ariane. Donc, euh, donc voilà. Et j'ai bifurqué vers quelque chose que j'ai arrêté, mais quand j'ai été passer les entretiens Ariane Espace, en fait, c'était dans une entreprise qui était une SS2I, et ils m'ont dit en fait, on cherche des chasseurs de tête, et vous avez le background. Excusez-moi pour le français anglais, hein, vous avez Oh, voilà, le ça ira background très bien. technique et vous avez on a l'impression que vous aimez vraiment parler aux gens. Donc, est-ce que ça vous intéresserait? Et comme mon papa me disait toujours, faut jamais dire oui, il faut jamais dire non. Il faut dire laissez-moi réfléchir. Donc voilà, je l'ai écouté, j'ai dit laissez-moi réfléchir. Et en fait, mon directeur de thèse de l'époque m'avait dit Anne-Lorraine, ta thèse, tu l'auras sans problème. Avec félicitations du jury, tu maîtrises ce que tu fais, tu comprends. Mais je suis pas sûre que tu as envie de passer ta vie devant un ordinateur à faire des calculs. Et donc tout ça m'est revenu. Et quand on m'a proposé, que la personne m'a dit, vous savez, vous allez savoir de quoi vous parlez aux gens qui ont besoin de recruter des gens techniques. Et là, je me suis dit, oh, parler à des gens et faire la technique, c'est un bon mélange. Donc pendant à peu près 2 ans, j'ai été chasseur de tête dans une société voilà. Et c'était Complètement différent, ouais. complètement différent. Mais j'ai adoré, j'ai adoré. Et toujours la danse à côté ou pas? Toujours la danse à côté, toujours. Oui, 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 toujours. Et du coup, la genèse de Piaf, elle est venue comment? En fait, alors je pense que c'est un mélange de tout ça, en fait. C'est un mélange de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, et
Et l'histoire est longue, en fait. C'est un podcast qui va durer Bah, très, très longtemps. c'est Piaf aujourd'hui, c'est 20 ans, c'est ça? Alors, on a Piaf, quand on a monté Piaf, ça s'appelait iProd USA à l'époque, qui avait une structure bien particulière. Et puis pendant le Covid, comme rien ne se passait, en fait, on a tout ce qui est dans la culture en général, ont des structures bien particulières. Donc, on a monté ce qu'on appelle une non-profit organization qui donnait beaucoup d'avantages. Et donc, on a fait cette transition. Donc, en fait, on produit donc, pour revenir au début, quand on est arrivé aux États-Unis, j'ai eu l'opportunité de racheter une école de danse. Et donc, on a commencé à produire des spectacles de danse il y a 22 ans. L'école a 22 ans aujourd'hui. Donc, on a monté des spectacles de danse, à peu près 3-4 spectacles par an, avec aussi d'autres compagnies. J'avais ma propre compagnie aussi de danse. Et puis, 10 ans après la formation de l'école de danse, je vais voir un spectacle, on m'invite, j'ai une de mes amies qui me dit « Oh, il y a ce chanteur français qui vient, est-ce que tu voudrais venir ?» Et je me suis dit oui, c'est vrai qu'à l'époque, très peu de Français venaient. Et donc, dès qu'il y avait un Français, on avait envie. Moi, je suis très française, je suis fille d'expat. Et en fait, voilà, je suis très attachée à la France. Voilà, je suis très, très française et très fière d'être française. On a beaucoup de talent en France et j'avais envie de le montrer au monde entier. Et donc, j'ai été voir ce chanteur et en fait, la salle était vide. Et nous, on avait 2 jours après, on avait un spectacle avec l'école de danse. C'était une salle de 600 places et on était complet les 2 soirs. Et j'ai même une copine qui me dit « Ça te fait quoi de faire plus d'entrées que le chanteur ?» C'était un chanteur assez connu. Et en fait, oui. moi, je me suis dit « C'est pas normal, en fait. » Parce que il devrait y avoir plus de monde. Et là, je me suis dit, nous, on arrive à remplir nos salles avec la danse. Et ça serait bien quand les Français viennent, qu'ils aient aussi cette expérience. D'autant plus qu'après, en fait, avoir été chasseur de tête, je m'étais occupée d'un artiste qui voulait, j'étais un peu son agent en fait, il voulait donc faire de la musique et donc je m'étais un petit peu occupée de lui. Et puis ça a été arrêté parce que je suis partie habiter aux États-Unis. J'ai essayé de gérer les 2 en même temps et en fait, c'était pas possible. Il faut être quand même beaucoup en France. Donc j'ai arrêté. Mais à la suite de ce spectacle que j'ai été voir, qui n'avait pas été très, très concluant avec très peu de monde, je me suis dit, bon, ça fait 10 ans que je produis des spectacles de danse. Produire des artistes français, ça me ramènera à ce que je faisais avant de venir aux États-Unis aussi. Et pourquoi pas tenter. Et puis effectivement, offrir une expérience aux artistes. Parce qu'étant artiste moi-même, je connais l'importance d'avoir une scène, d'avoir une salle qui est pleine. Il n'y a rien de plus difficile, effectivement, c'est une sacrée prouesse de faire un spectacle devant une salle qui est pas vraiment pleine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des années, quand j'étais jeune, j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman. Et à l'époque, en fait, où je venais de perdre ma maman, et donc toute l'équipe avait été vraiment sympa. Il m'avait dit, mais viens te changer les idées, viens un peu tourner avec nous. Donc j'ai un peu appris le métier comme ça, à un peu regarder ce qui se passait dans les tournées de Jean-Jacques Goldman. Et un jour, il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux faire avec tes maths? Parce que c'est vrai que j'étais en thèse de maths à l'époque. Et je me souviens m'être dit, ouais, c'est une bonne question, c'est vrai. Et je me souviens avoir répondu, en fait, je crois que j'aimerais produire des spectacles. Mais ça, c'était il y a de très, très nombreuses années. Et ça m'est revenu parce que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps et effectivement, il avait posé la question et ça m'était revenu en me disant, finalement, les petites idées, c'est ce qu'on dit, les petites idées qui traînent finissent toujours par se concrétiser, en fait. Exactement. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ça, en fait. Non, c'est marrant, votre expérience, elle arrive à maturité, oui. Parce que même l'expérience de chasseur de tête, au final, d'aller chercher des artistes, etc., tout ça se combine. Oui, quoi. Oui, en fait, c'est tout converge, en fait. Voilà, c'est un terme très mathématique, c'est la convergence des... Exactement. Tout est lié. Tout est lié. C'est un meilleur terme, d'ailleurs. Tout est lié. Tout est lié, absolument, tout est lié. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire venir les artistes.
Et puis, et du coup, j'ai contacté les productions en France en leur disant voilà ce que je veux faire. Et j'ai contacté toutes les plus grosses productions. Et il y en avait 10, je me souviens. Et puis en me disant si j'en ai une qui me répond, ben, c'est gagné en fait. Si j'arrive à rencontrer une seule personne, voilà. Et puis après, ben, c'est à moi à faire mes preuves, c'est à moi. Je pense qu'on est C'est un bon tellement début. passionnés, c'est un bon début. Et puis je pense que moi, je suis vraiment passionnée par ce que je fais. C'est vrai, je fais ça pour l'amour de la culture, l'amour des artistes, l'amour de. C'est vraiment ça qui nous Ça change motive tout, en hein. fait. Et ça change tout en fait. Ça fait vraiment la différence. Et je me suis dit bon, si j'arrive à décrocher au moins un entretien, bah voilà, c'est gagné. Et en fait, les 10 m'ont répondu. En me disant on veut absolument vous voir la semaine prochaine. Parce que je leur disais j'arrive à Paris la semaine prochaine. Et les 10 m'ont dit on veut absolument vous voir. Et il y en a même un qui m'a dit on travaille déjà avec quelqu'un, mais on veut vous voir quand même. Waouh. Oui, oui. Donc voilà. Et donc alors j'ai eu une Une sacrée propale, du coup. semaine bien chargée et c'était intéressant. Et en fait, le premier artiste que nous avons fait, qui était quelqu'un qui avait vraiment envie de venir aux États-Unis, c'est Kev Adams. Donc, et ça va faire, dans 10 jours, ça fera exactement 10 ans qu'il est venu aux États-Unis pour son spectacle qui à l'époque s'appelait Voilà Voilà et où il avait 10 ans de moins en fait. Hein. Donc, Ouais. comme nous tous, comme nous tous. Ouais. Donc voilà un peu, voilà comment un peu tout a démarré. Et puis là, tout s'est vraiment enchaîné. Et la chance que nous avons, enfin que nous avons, c'est pas une chance, je pense que c'est aussi notre travail, c'est que les gens bien souvent nous contactent pour nous dire bon ben voilà, on a vu que vous travaillez avec un tel, un tel, un tel, on a vraiment envie de venir. Certains nous disent voilà, on veut venir avec vous. On a certains de nos artistes qui aussi, quand ils me présentent à d'autres artistes en disant ben voilà, c'est Anne-Lorraine, j'ai été avec elle aux États-Unis, c'est vraiment super. Voilà, donc on les choisit, ils sont choyés, nos artistes. En fait, on a envie qu'ils se sentent chez eux, loin de chez eux. Parce que les États-Unis, ça impressionne, quoi que tout le monde en dise, ça impressionne énormément. Et en fait, on est vraiment, on les accompagne vraiment. Et ce qu'on aime aussi, c'est ce lien qu'on crée. En fait, ça en revient à ça, c'est créer du lien avec les gens. Et c'est quelque chose de vraiment important pour nous. On garde des liens avec les artistes. Avec lesquels on a travaillé, la plupart des artistes avec lesquels on a travaillé, quand je reviens à Paris, on les revoit ou ils nous contactent. Donc, c'est des choses qui font partie en fait du métier. En fait, c'est pas du tout, on le fait pas dans l'esprit. Bon voilà, on produit un spectacle et puis c'est terminé. C'est pas une relation qui se crée. C'est vraiment une relation qui se crée avec les prods, avec les artistes. C'est vraiment ça qu'on recherche et c'est ça qui. Je pense que c'est lié à la passion, c'est lié voilà. Bah oui, c'est ça. De toute façon, ça change tout. Ça change tout en fait, ça change vraiment tout. Quelqu'un qui est pas passionné, je pense humain, au contraire, voilà, ils font le spectacle et puis fin quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste du business. Alors que là, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, on a été à des mariages de certains, à des baptêmes d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà. Et alors, vous organisez pas les baptêmes et les mariages? Pas encore. Non, ça non. Prochaine étape peut-être. Je suis pas sûre. Et alors, comment vous les choisissez, les artistes? Est-ce que vous avez des critères, même quand ils vous contactent, est-ce que des fois vous vous dites non ou par rapport à des critères particuliers? Oui. Alors, ça nous arrive de dire non pour différentes raisons. La première chose, je dirais, c'est la première question que je pose, c'est il faut que l'artiste ait envie de venir. Parce que venir aux États-Unis, c'est quand même du challenge. Ça demande énormément de préparation. Pour le faire, au niveau logistique, ça c'est nous qui nous en chargeons, mais au niveau du visa par exemple, dont je reparlerai un petit peu plus tard, il y a quand même, c'est toutes des démarches, et puis c'est d'expérience en fait, c'est un terrain qui est un peu inconnu, et les artistes nous posent beaucoup de questions en fait sur comment ça se passe pour ça, comment ça se passe pour ça, et donc il faut vraiment que les artistes aient envie de venir. Parce que c'est pas aussi confortable que être en France où tout se déroule et tout est déjà rodé, tout est déjà voilà. Il y a déjà l'entrée, arrivée à l'immigration, des choses comme ça. C'est des choses.
tout le monde a peur, enfin pas a peur, mais tout le monde est toujours un peu inquiet quand il passe l'immigration américaine, en fait. Ça, c'est C'est et pas un surtout, passage Ah, il sympa. rigole pas, hein. Ouais. ça Il peut rigole être. pas, ouais. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, ça nous est arrivé de faire un artiste qui n'avait pas vraiment envie de venir et c'était un peu plus compliqué. On a des super relations avec cet artiste, mais je pense que je lui propose même pas de revenir d'ailleurs. Ça a servi de leçon. J'aimerais bien, Ouais. mais voilà, et donc ça c'est vraiment important en fait. C'est un peu notre luxe effectivement de choisir des gens avec qui on a envie de, de travailler en fait. Et donc voilà. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de gens qui ont une certaine notoriété pour une raison qui est simple, c'est que le français qui est aux États-Unis, il a envie de voir des gens qui sont connus. C'est plus compliqué quand on amène des gens qui sont un petit peu moins connus. Et donc ça, c'est un de nos critères. Mais par contre, on a quand même des coups de cœur parce que je pense que c'est important de donner la chance à d'autres. De la même manière que lors de nos émissions, enfin, lors de nos tournées, on met en première partie des artistes francophones locaux pour leur donner l'occasion déjà de rencontrer un artiste, si ça peut les inspirer, si ça peut les... On est toujours dans cet esprit de redonner aux gens, en fait, de la même manière d'échange, de la même manière que quand on fait venir des artistes français, quand le public est content, ils nous remercient, ils nous envoient des petits mots après, ça c'est important. Et donc si on peut aussi donner la chance à l'occasion d'un artiste francophone local qui a envie de percer, de faire les premières parties, on est ravis de pouvoir leur faire ça en fait. Et de la même manière qu'il nous arrive de voir des spectacles en France qui sont des coups de cœur. Par exemple, on a fait venir, il y a une pièce avec Caroline Loeb qui s'appelle Françoise par Sagan. C'est vraiment une très belle pièce qu'on a fait venir 2 fois aux États-Unis. Ça, ce sont nos coups de cœur en disant voilà, c'est une pièce sur laquelle il va falloir vraiment beaucoup communiquer pour donner l'envie aux gens de venir, parce que effectivement le francophone aux États-Unis bien souvent et a envie, on le voit bien quand on met en vente par exemple un spectacle, on voit bien sur la notoriété, on voit bien que le spectacle se remplit plus ou moins bien, et on voit bien aussi la communication, l'effort qu'on doit mettre dans la communication pour pouvoir remplir. Donc on a des coups de cœur en général, on a au moins un coup de cœur par an ou tous les ans et demi à peu près. Toujours pareil pour pouvoir donner l'occasion un petit peu à tout le monde de pouvoir venir aux États-Unis et rencontrer le public francophone. C'est plus dur aussi pour les Français à l'étranger de se tenir au courant de ce qui se passe sur la scène culturelle en France, et que du coup forcément les noms plus connus, ce sont ceux avec qui on a grandi. Enfin, moi je dis on parce que j'habite à Seattle, mais du coup j'ai plus de mal à découvrir des nouveaux artistes en France, et donc du coup forcément quand c'est un nom qu'on connaît un peu plus, c'est plus simple de se dire ah tiens bah super, je vais pouvoir aller le voir. Alors quand c'est moins connu, du coup on sait pas trop en fait. Oui, tout à fait. Et c'est plus dur. C'est plus dur, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est effectivement ce qu'on a remarqué, et donc c'est pour ça que effectivement une majorité de nos artistes ou des artistes qui nous approchent, ce sont des gens qui ont une certaine notoriété déjà, qui remplissent bien souvent des zéniths en France, et aussi parce qu'on se retrouve sur une population qui est plus petite. C'est-à-dire que quelqu'un qui remplit un zénith en France, on va aller sur des jauges de 200, 300, 500 si on a de la chance. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que vu les coûts qui sont liés à faire venir un artiste aux États-Unis, c'est compliqué de faire des jauges qui sont plus petites en fait, pour pouvoir s'y retrouver au niveau financier. Ça fait partie des challenges que nous avons d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, vous choisissez comment les villes? Parce que bon, moi j'habite à Seattle, hein, il y a quelques spectacles qui viennent ici. Il y avait Andrew Manoff, si je me trompe pas, il y a pas très longtemps. Du coup, vous choisissez comment les villes? On choisit les villes en fonction comment dire, de la population qu'il y a qui sont inscrits au consulat. Mais grosso modo, le consulat estime qu'il y a à peu près la moitié des Français qui sont inscrits. Par exemple, San Francisco, la dernière fois que je me suis renseignée, c'était à peu près il y a un an, je crois, il y avait 23 000 inscrits. Ils estiment que le nombre est à peu près entre 46 et 50 000 en fait, inscrits, parce qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent pas au consulat.
Et donc, en fait, les villes qu'on choisit, c'est des villes où il y a pas mal de Français, mais on a des demandes ailleurs. Et dans ce cas-là, ça nous arrive de faire, de faire d'autres, ou d'inclure dans la tournée d'autres villes. Mais c'est vrai que c'est pour une question, enfin, pour une logique financière, ça va être compliqué de faire des toutes petites villes où il n'y aura pas grand monde parce que il y a le prix des théâtres, il y a rentabiliser le visa, il y a tout ça en fait. Donc là actuellement, on fait Los Angeles, on fait San Francisco et on fait Seattle depuis. D'ailleurs, on a été un des premiers, enfin le premier spectacle à venir justement avec Caroline Loeb en 2023. Et puis évidemment New York, Miami, on a rajouté Boston. Et puis, on a eu de la demande sur San Diego. On n'a pas toujours dit, c'est pas qu'on a dit non, mais c'est qu'on n'a pas trop regardé. Et puis là, on nous demande vraiment de faire San Diego, donc on regarde d'autres villes. Et puis après, il y a des artistes qui nous demandent des villes bien spécifiques, et donc on regarde si effectivement c'est faisable et comment c'est faisable. Et puis on adapte les jauges en fait, c'est-à-dire que sur un New York, si on fait un 200 places sur New York, ça veut dire que sur San Diego, on va plutôt taper dans les 100 places, par exemple. Donc, on adapte en fait la taille de la salle par rapport à la communauté francophone locale. Et puis après, c'est un travail de com. C'est vraiment, s'assurer que les gens sont au courant qu'il y a un spectacle qui arrive. Donc ça aussi, c'est un gros travail pour nous. Ouais, pour donner la chance de remplir les salles, même si c'est 100 personnes à San Diego. Oui. Mais du coup, vous parliez de défis financiers. Est-ce qu'il y a d'autres défis auxquels vous faites face, par exemple la barrière de la langue ou autre? Alors la langue, non, quand ce sont des spectacles en français. Donc quand ce sont des spectacles qui sont en français, tout se passe en français. La barrière de la langue apparaît quand le technicien, par exemple, de l'artiste ne parle pas anglais et que le technicien de la salle parle anglais, chaque salle vient en général avec leur propre technicien. Donc ça, mais c'est pas vraiment une barrière en fait. Ça fait partie enfin, pour nous, ça fait partie Du quotidien. Du quotidien, absolument, du quotidien. Le gros challenge, et un des plus gros challenges, c'est le visa. Et c'est vrai que même quand on leur en parle, soit aux productions, soit aux artistes, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que de faire un dossier de visa. Et il est à peu près épais comme ça, il y a à peu près 200 pages dans un dossier de visa, dans lequel je sais qu'une fois il y avait un artiste, j'arrêtais pas de lui demander j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça pour le visa. Et puis il m'a appelé en me disant bon, ils ont qu'à taper sur internet mon nom, ils verront bien que je suis connue. Et j'ai dit mais en fait ça marche pas comme ça, parce que la personne qui est à l'immigration, alors pour lui la France, c'est tout petit, parfois il sait même pas que ça existe, enfin Ouais. pas à ce point, mais et en fait voilà, donc c'est vraiment beaucoup de travail pour dire voilà, les gens qui viennent, ils viennent avec un visa, c'est le visa, ce qu'on appelle le visa O1, ou alors un visa P qui montre le visa O1, il montre qu'ils ont des habilités extraordinaires qui font que voilà pourquoi ils viennent faire des spectacles. Et donc il faut prouver tout ça. Donc voilà, donc les dossiers sont assez épais, donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. On a eu des visas où ça a pris plus d'1 an pour avoir le résultat. Ah oui, pour programmer une date, Donc pour programmer une date, c'est compliqué. Alors comme les États-Unis sont les États-Unis, effectivement il y a un moyen, ils appellent ça premium processing. Ça veut dire que quand on déclenche le premium processing, ils ont 15 jours ouvrables pour nous répondre. Donc ça fait à peu près 3 semaines. Donc on va avoir le résultat. Donc ça nous est arrivé effectivement de commencer des visas parce qu'il y a des tournées. Là par exemple, on est sur du décembre 2026. Donc là on sait qu'on peut commencer le visa et on espère qu'il arrivera. Donc ça nous est arrivé pour une tournée. On avait demandé le visa vraiment pratiquement 1 an et demi à l'avance, et il a fallu quand même qu'on finisse par payer le premium processing parce que ça n'arrivait pas. Donc voilà. Donc moi j'ai eu les temps records. Là c'est ma fierté.
C'est que j'ai jamais entendu personne dire que ça avait passé, ils n'avaient pas mis autant de temps pour avoir un visa. Donc voilà, je pense que je tiens le record de. Mais on apprend beaucoup, hein, on apprend beaucoup de. Surtout que c'est pour un laps de temps, quoi. C'est pas pour vivre aux États-Unis ou quoi, c'est pour une tournée. Absolument. Donc certains, effectivement, certains sont pour juste la tournée. D'autres, on a eu, pour d'autres, en fait, c'était du développement à plus long terme. Donc c'était des visas de 3 ans. Donc, mais en fait, le visa de 3 ans, le visa de 4 dates, c'est le même travail, grosso D'accord. modo. Ouais. Après, c'est marrant parce que l'administration, on se plaint toujours de l'administration française, mais bon, l'administration américaine, ça ressemble sauf que on peut payer pour aller plus vite. Oui, c'est Mais ça. c'est ce que vous disiez, c'est très américain, quoi. C'est très américain, c'est très américain, C'est effectivement, ça. effectivement. On peut payer pour aller plus vite. Quand on rentre aux États-Unis, pareil, si on paye plus cher, on peut rentrer plus vite. Exactement. Il y a toujours un moyen de payer quelque chose. L'air est plus pur ici. Si vous voulez le respirer, vous pouvez le payer. Oui, absolument, c'est un C'est peu très ça. américain. C'est un peu ça. Du coup, vous avez fait venir un paquet d'artistes maintenant. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a le plus marqué? Vous avez parlé de Kev Adams tout à l'heure, il y a 10 ans. Il y en a un en particulier qui ressort ou pas? Comme je disais, en fait, c'est qu'avec chacun, on a vraiment construit Ouais, des liens particuliers. Donc, ils ont chacun une place particulière, en fait. Toutes les personnes qu'on a fait venir ont vraiment une place particulière. Et d'ailleurs, quand je reviens à Paris, on continue à s'entretenir et à retravailler aussi sur d'autres tournées et revenir, en fait, aux États-Unis. Kev est déjà venu 3 fois. Euh, Aux États-Unis, on a fait venir 3 fois aux États-Unis et il va continuer à venir. Et là, pour la plupart, c'est ça en fait. Ils reviennent. Le projet, c'est de les faire venir. Donc parfois 1 an après, parfois 2 ans après, parfois 3 ans après. Ça dépend vraiment des artistes et puis de leur actualité aussi en France, parce qu'ils c'est tournent ça aussi, beaucoup en ouais. France et puis en Europe et puis un peu partout, hein. Donc Puis il Ils faut ont le une temps de faire le visa activité qui aussi. est oui, il faut le temps de faire le aussi. visa, absolument. Ça, c'est notre épée de Damoclès, hein, qui est tout le temps, D'ailleurs, c'est one shot le visa ou c'est valable pour une certaine durée? En fait, on demande, ça dépend de la durée. C'est-à-dire que si c'est pour, par exemple, quelqu'un vient et fait par exemple 6 dates, bon, ben, on va demander les 6 dates. Quelqu'un comme Kev, par exemple, il a un visa de 3 ans parce qu'il fait beaucoup de choses et il revient très souvent. Donc ça dépend vraiment. Chaque cas est différent, en fait. Chaque cas est vraiment Ok. différent. Et comment vous travaillez avec les artistes une fois qu'ils sont aux États-Unis? Comment vous vous organisez? On veut vraiment qu'ils se sentent chez eux, même loin de chez eux. Donc, bien souvent, on leur demande ce qu'ils souhaitent faire. S'ils souhaitent, parfois, ils viennent avec leur équipe, donc ils ont des gens de la prod, donc parfois, ils restent plutôt entre eux. Et puis, parfois, ils disent non, non, je préfère que quelqu'un de notre équipe reste avec eux. Donc, en général, c'est moi. Voilà, on se rend vraiment disponible pour que dès qu'ils ont envie ou une question, ben, on est là et on répond pour que ça se passe vraiment du mieux possible, en fait, quand ils sont là. Nous, notre but, c'est que ça se passe bien, qu'ils aient un excellent souvenir de venir aux États-Unis. Et puis, c'est dans notre nature, en fait. Enfin, voilà, c'est moi, encore une fois, on les fait pas venir pour juste un spectacle et c'est du business et on s'arrête là. C'est vraiment tout l'enrichissement que ça peut apporter, la relation, passer du temps avec eux ou avec l'équipe. Voilà, on entretient des liens, en fait, pas uniquement avec les artistes, hein, avec les personnes qui sont ingé son lumière. Ce qui fait plaisir, c'est que ça nous arrive d'aller voir des spectacles, évidemment, d'aller les voir en spectacle en France quand on y est, et quand on voit comment ils nous accueillent, toute l'équipe, c'est vraiment chouette. En fait, on a l'impression, quand ils viennent, on a l'impression qu'on est une famille, en fait. Même si nous, on n'est pas leur famille parce qu'on n'est pas leur quotidien quand ils sont en tournée en France, mais c'est vraiment ça. Et ce qui est vraiment chouette, c'est quand on arrive pour les voir, on voit qu'ils sont vraiment contents de nous voir, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Du coup, comment ils appréhendent le fait que ça soit... Vous avez parlé des gens qui font des zéniths, qui ensuite font des salles de 300, 500 personnes. Comment ils appréhendent ça, le fait de faire des plus petites salles, ils adaptent leur spectacle, comment
Comment ça se passe? Alors, quand on fait des spectacles, parce qu'on fait, nous, on fait différents types de spectacles. Donc, on fait de l'humour. C'est vrai qu'on nous dit, vous faites beaucoup d'humour. Ça, c'est aussi parce que pour une question encore une fois, de logique financière, quand ils font de l'humour, ils sont tout seuls. Alors que quand c'est de la musique, ben, ils sont beaucoup plus nombreux. Et en fait, on les prévient. On les prévient dès le début. Ils le savent. Ils le savent. Et il y a des artistes qui aiment des petites salles. Et parce qu'ils ont pas le même, c'est plus le même rapport en fait. Et de la même manière que pour les gens qui viennent les voir, pour eux, ils ont une expérience exceptionnelle parce ils n'auraient jamais l'occasion de voir un artiste comme ça d'aussi près et dans un cadre aussi intime que s'ils venaient en France. Donc ils le savent, on les prévient bien en leur disant voilà le ratio, si vous faites des zéniths, ben voilà, on est content de remplir 300 places. Euh, donc ça, ils le savent et en général, ils sont. Comme je disais un peu plus tôt, c'est que ce qu'il ne faut pas, c'est que la salle soit vide ou à moitié vide. En fait, c'est ça pour eux, c'est ça qui est. Enfin, j'imagine. Moi, en tant qu'artiste, c'est ça que je voyais, c'était de dire que les gens, en fait, ont envie de venir voir. Ce que l'artiste présente en fait, c'est ça, et puis de partager ce qu'ils aiment faire et donc c'est ça. Donc la taille de salle, ils le savent et ça les dérange pas. L'important c'est que la salle soit pleine et puis que le public soit réceptif. Et c'est marrant parce que suivant les villes, c'est pas la même, c'est vraiment, c'est différent. Les artistes nous le disent, hein. Il n'y a pas du tout la Il y a des même villes plus ambiance. réceptives. Il y a des villes plus réceptives, il y a des sujets qui sont plus ou moins réceptifs, et puis la chaleur de la ville. Alors, je vais être chauvine parce que ma ville, c'est San Francisco, mais la plupart des artistes nous disent qu'il y a vraiment une différence avec le public de San Francisco comparé à Los Angeles, par exemple, ou même Seattle, ou Los Angeles, ou New York, ou Miami. Donc, Peut-être ouais, parce ouais. que c'est des plus grandes villes. Bah, non, parce que Los Angeles San Francisco est plus petite que New York, mais en général, les artistes ont un coup de cœur sur le public de San Francisco. Bah, après, c'est un peu pareil en France. J'avais entendu des humoristes qui disaient justement qu'en fonction des villes où ils allaient, déjà, ils avaient plus de mal ou moins de mal à remplir. Et que bah, la réception de leur spectacle était hyper différente en fonction des villes où ils allaient, quoi. Oui, absolument. Je pense que ça se passe partout et dans tous les pays, en fait, parce que alors, c'est pas la culture qui est fondamentalement différente, mais c'est vrai que la façon de voir la vie à Marseille ou de voir la vie à Ah Lille, bah oui. c'est pas la même. Donc, effectivement, la dernière fois, on a été voir un de nos artistes et il disait, bah oui, le public est pas du tout le même que celui que j'ai eu hier, alors que j'étais pas si loin que ça. Donc, effectivement, et c'est pareil aux États-Unis, en fait. C'est vrai, c'est vraiment Ouais, voilà. pareil. Et après, ça va dépendre du type d'humour. Il y a des gens qui ont un humour très noir. Ça va moins passer dans certaines villes, et puis ça va beaucoup mieux passer dans d'autres villes. Donc c'est vraiment. Et puis un autre facteur aussi, c'est qui va venir à ce moment-là, parce que sur les 50 000 à San Francisco, c'est pas toujours les mêmes qui viennent. Et on a des fidèles qui viennent à chacun de nos spectacles. Mais il y a aussi d'autres personnes qui viennent, et donc ça va dépendre le public qu'on va avoir à ce moment-là, qui va réagir différemment suivant l'humour. Et parfois, il y a aussi des humoristes qui parlent de choses qui sont assez récentes en France, par exemple, et on voit bien que les gens, ils n'ont pas du tout les références, en fait, pas du Ah tout, bah oui, pas du tout, forcément. pas du tout. Et souvent, d'ailleurs, tous les spectacles qu'on produit, je vais les voir. Je l'ai fait. Il y a un seul spectacle où j'ai vraiment pas pu, mais c'était une valeur sûre, donc voilà. Et je note d'ailleurs ce qui pour moi passera pas forcément, mais pas uniquement au niveau humour, mais plutôt au niveau référence, en lui disant bah, il faut peut-être travailler différemment, ou en parler avant, que ça fasse pas un flop en fait, parce que les gens ont pas du tout, ne suivent pas trop l'actualité qui se passe en France, hein. Les francophones, enfin certains oui, mais la majorité ne suivent plutôt l'actualité aux États-Unis, de leur ville Oui, c'est logique. ou de leur État, plutôt que de ce qui se passe, en France en fait. Et là, vous disiez justement que vous alliez voir les spectacles. Justement, c'était une question qu'on avait. En habitant aux États-Unis, comment vous faites pour vous tenir au courant de tous les spectacles et concerts qu'il y a en France? Est-ce que vous faites souvent des déplacements États-Unis-France pour aller voir
des spectacles. Comment vous faites? Oui, je me déplace beaucoup. Quand j'arrive dans l'avion, ils me disent Welcome home. Donc, Ah oui. Là, ça commence à être. et, Vous êtes Diamond Plus maintenant. C'est ça, j'ai un petit mot sur mon siège et à une époque on a habité à Hawaï et on rentrait très souvent en France par Los Angeles et même les personnes du lounge à Los Angeles, ils nous disaient oh welcome back Ah oui. donc voilà, donc effectivement pas bon pour l'empreinte carbone. Mais je fais d'autres choses à côté. J'ai pas de voiture, je ne sèche pas mon linge. Voilà, chacun adapte Chacun son truc. chacun son truc. Et alors, j'avoue que quand j'avais mes filles qui étaient encore à la maison et à l'école, eh ben, on passait à peu près 9 mois par an à San Francisco et le reste du temps en France. Et en faisant des allers-retours aussi pour aller effectivement. Et quand je venais une semaine, je voyais 1 ou 2 spectacles par semaine, enfin non par jour, je veux dire par jour. Alors que maintenant, comme j'ai plus de liberté, je dirais, je passe, on divise notre temps un peu en 3, parce qu'on se développe aussi on commence à se développer sur l'Afrique du Nord. Du coup, je passe à peu près un tiers de mon temps aux États-Unis, un tiers de mon temps en France et un tiers de mon temps en Tunisie pour pouvoir gérer toutes ces tournées et puis être en tournée aussi quand ils sont en tournée. Donc voilà, j'ai plus. Vous êtes en jet lag permanent. Oui. Oui, alors quand j'étais étudiante, j'ai travaillé à Air France comme hôtesse de l'air et c'était super. Et donc j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Donc ça, j'avoue que c'est un atout énorme et le jet lag ne m'atteint pas trop. Vous voyez là, juste avant de commencer le podcast, je vous disais c'est pas de la bonne heure pour moi parce que je suis arrivée hier des États-Unis. Puis vous voyez là, je suis toute tout va bien. Oui, finalement, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, il faut juste que je sois animée. Mais si je suis pas animée, là effectivement le jet lag, je commence à le sentir. Oui, puis vous êtes relativement occupé, donc vous êtes pas mal animé, Oui, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, en 2024, c'était l'année des premières. On a regardé, il y avait 2 festivals, du coup, Artmosphère et Piaf Comedy Festival. Du coup, c'est quelque chose que vous allez continuer de faire. Et alors déjà, comment ça s'est passé et à quel point c'était différent des autres des tournées? Et est-ce que c'est quelque chose qui va se répéter? Alors oui, oui et oui. Merci beaucoup. En fait, Artmosphère a démarré, ça faisait depuis que iProd USA ou Piaf Entertainment est né, je voulais absolument faire un festival, mais j'avais envie de faire un festival. J'ai toujours eu envie de faire différent des autres. Donc, et je me disais, je veux faire un festival, peut-être un festival d'humour, mais je veux pas faire un plateau où les gens viennent, font 10 minutes. Donc, et j'arrivais pas à, comme je disais, c'était une petite idée qui restait. Donc, je me disais, ça va se faire un jour. Il faut juste que j'arrive à avoir le concept qui me plaît. Et donc, pour Artmosphère, en fait, l'idée derrière ça, c'était de se dire, on a des talents en France, on a des talents aussi francophones qui sont à San Francisco. On va mettre en avant les talents francophones qu'il y a à San Francisco. Et donc, on a fait un appel à talents. Au début, comme moi, je viens du monde des arts vivants, j'avais principalement dit on va faire de la danse, de la musique, du théâtre, du film. Et puis, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Marianne et qui, elle, venait plutôt du monde de la peinture, visual art, et qui m'a dit peut-être qu'on pourrait rajouter. Donc effectivement, on a fait, Artmosphère est devenu un festival qui était sur 3 jours et qui permettait en fait de mettre en valeur les artistes francophones. On a eu l'aide des lycées internationaux qui nous ont tout de suite répondu présent, qui nous ont prêté des salles, qui ont été vraiment réceptifs au projet. Et donc, on a monté cet événement. Et alors, la particularité de San Francisco, c'est d'être assez étendu. Il y a San Francisco, il y a la Bay Area, où il y a toutes les GAFA, la Silicon Valley, et il y a aussi Berkeley qui est plus haut. Et
quand il y a des spectacles, bien souvent, ça se passe à San Francisco et les gens se déplacent. Je pense que c'est un peu pareil à Seattle avec Mercer Island et puis Bellevue et tout ça. Et là, je m'étais dit, on va faire en sorte que c'est nous qui allons aller vers les gens. Donc, on va amener le festival dans ces 3 villes. Et comme il y avait 3 alliances françaises dans chacune des villes, ça tombait très bien. Et pareil, les alliances françaises ont répondu présentes. Et donc, ça a été un peu le projet où on a eu des choses qui se passaient à Berkeley, des choses qui se passaient à San Francisco et des choses qui se passaient dans la Silicon Valley à Palo Alto. Donc ça, c'était pour Atmosphère et c'était des talents francophones. Et donc, pour anticiper votre question, dans différentes villes, le but, oui, c'est de faire, en fait, de répliquer Atmosphère dans différentes villes. Par contre, étant donné l'étendue, en fait, de ce festival, on a décidé de le faire tous les 2 ans, plutôt que de le faire tous les ans. Et puis ensuite, donc le festival d'humour, pareil, je ne voulais pas faire un plateau, je voulais faire quelque chose de différent. Et là, on avait une des artistes, en fait, qui était en tournée à Nouméa. Ensuite, elle venait aux États-Unis et puis ensuite, elle partait à Montréal. Et donc, la date nous était imposée. Et puis, je vais voir 2-3 spectacles à Paris et les gens me disent « Oh, on aimerait bien l'amener, mais en fait, elle n'a que cette date. » Et en fait, c'était marrant parce que toutes les dates tombaient au même moment, le premier week-end de novembre. Et là, je me suis dit, et alors donc il y avait une pièce de théâtre, il y avait quelqu'un qui fait de la danse, et il y avait un film, et puis donc il y avait une humoriste. Et là, je me dis, bah en fait, il est là mon festival en fait. C'est l'humour sous toutes ses formes, pas uniquement que du stand-up, voilà. Et donc ça a été vraiment une très belle réussite pour Piaf. On a eu la chance d'avoir Laurent Ruquier comme parrain du festival, parce qu'il a écrit une pièce qui s'appelle La Joconde parle enfin, qui est une pièce extraordinaire et jouée par Karina Marimon, et qui était donc au festival. Et donc voilà. Et donc ce festival, on le refait cette année. On est en train de faire la programmation. Enfin, on a pratiquement terminé la programmation, et où il y aura à nouveau un mélange avec de la musique, avec de la danse, avec un film et avec un humoriste. Donc et celui-là, tous les ans à nouveau ou tous les 2 ans non, aussi? tous les ans. Celui-là, tous les ans. Tous les ans, Oui. ok. Alors, ça reste quand même complexe, un festival à monter, mais c'est moins complexe, c'est que dans un seul endroit. C'est 4 artistes, alors que là, par exemple, pour le festival Atmosphère, on avait à peu près 35 artistes. On a eu le soutien de tous les consulats francophones. Donc c'est ça à mettre en œuvre. On avait aussi beaucoup de sponsors, et donc ça prend beaucoup plus de temps à mettre en œuvre. Donc 2 ans pour préparer quelque chose comme ça, ça me paraît raisonnable, surtout qu'on a quand même des tournées, on a à peu près 6 ou 7 tournées par an en plus, et plus le festival Piaf Comedy Festival qui revient, lui, par contre, tous les ans. Dans le domaine de la production de spectacle, on imagine qu'il y a beaucoup d'imprévus. On s'est parlé la semaine dernière justement, et il y avait un petit imprévu. Comment vous gérez les imprévus comme ça? Avec le sourire. C'est important. C'est très important. Il faut tout gérer avec le sourire. Et oui, il y a des imprévus, c'est les arts vivants. Donc, effectivement, dans Art Vivant, il y a vivant. Donc ça m'arrive de parler effectivement à des tourneurs, et on parle effectivement, et ils disent, ah bah oui, c'est des arts vivants. Donc, après, c'est une philosophie. Ma philosophie, c'est que il y a toujours des solutions. Et en fait, c'est important dès qu'il y a un problème, parce qu'on en a. Je pense que mon mari me disait, tu devrais écrire un livre, effectivement, tellement de Les anecdotes. toutes les anecdotes, et puis toutes les choses qui nous est arrivées, mais des choses incroyables, des problèmes de visa où il a fallu qu'on remue ciel et terre, et on a été capable de faire quelque chose qui est tout le monde m'a dit c'est impossible à faire. Alors moi, il faut savoir que si on me dit c'est impossible, alors là c'est parti. C'est parti. C'est certain que je pense que c'est pour ça que j'ai fait des maths au départ, parce que tout le monde me disait les maths c'est difficile, et puis il y avait très peu de filles qui faisaient des maths à mon époque, et j'ai dit bah non, je vais prouver au monde entier qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, que tout le monde peut le faire. Je les ai fait, et puis en plus maintenant je vais aller faire du spectacle. C'était pas si difficile. Donc voilà, donc c'est vrai que les problèmes, il y en a effectivement, et ce qui est important, c'est
comment on réagit et comment on traite ça. Donc, je suis pas trop d'une nature stressée. J'essaye de tout de suite me dire, ben voilà, c'est quoi la solution? Ça nous est arrivé, par exemple, la veille d'un spectacle qu'on avait c'était à Boston. La personne, non, le spectacle était à Seattle. Le théâtre nous appelle la veille, nous email la veille en nous disant, alors en fait, vous n'avez plus de théâtre parce que il y a un décor qui est en place. La personne qui enlève le décor est malade et j'ai personne qui peut enlever le décor. Et donc, il y a une de mes collaboratrices qui me dit, voilà, c'est pas possible, comment on fait? Et moi, je réponds calmement en disant, envoyez-moi une photo du décor, parce que si ça se trouve, le décor, ça ira très bien avec la pièce. On va pouvoir essayer de trouver des solutions. Et effectivement, il s'est avéré que le décor fonctionnait bien. On a envoyé à l'artiste en disant, voilà le décor. C'était une cheminée, ça tombait très très bien. Et qui a dit, oui, absolument. Et donc, on s'est débrouillé comme ça, en fait. Donc, je pense que c'est important de garder le calme. Quand on est né ou quand on a été dans les arts vivants pendant tant d'années, en fait, l'important c'est de se dire, voilà, on va trouver une solution, et puis on va être créatif, et puis trouver la solution la moins pire. Donc voilà, je touche du bois, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, et c'est vrai qu'il nous est arrivé quand même beaucoup de choses en se disant, on va pas y arriver. Il y a quand même des jours où, là, pour le problème de visa qu'on a eu, je me suis quand même dit, on va pas y arriver. Et puis finalement, voilà, on a réussi. Tout a roulé. Donc ça fait des bons souvenirs, et puis voilà, ça fera un livre quand. Ça fait partie des anecdotes. Netflix. Absolument. Ouais, vous devriez consulter pour faire une série Netflix sur ce que vous avez fait. Absolument, on y pense. Je voulais pas le divulguer, mais. Et maintenant, c'est fait. Alors, du coup, vous êtes très occupé et vous avez parlé de Harmony Dance Center. Oui. Et donc, du coup, on voulait parler un peu de ça aussi, parce que quand on a fait un peu de recherche, on se disait, mais comment elle fait pour gérer tout ça? C'est pas possible. Et du coup, alors, comment vous faites pour gérer en plus ça? Alors, j'ai une équipe, j'ai quand même des gens qui sont là, et qui, donc déjà, comme je disais, en famille, donc mon mari est très présent. Toutes les sociétés qu'on a montées, on les a montées ensemble et on travaille ensemble. Les filles, donc j'ai 3 filles et qui aussi font partie intégrante du projet. Donc certaines sont plus disponibles que d'autres et sont plus impliquées. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai aussi donc une équipe, par exemple au studio de danse, j'ai des professeurs qui donnent des cours. Quand j'ai commencé au début, donc il y a 22 ans, effectivement, c'est moi qui faisais tout, qui donnait des cours, et après, rapidement, j'avais aussi envie de m'occuper de mes enfants, et donc de ne pas tout le temps être au studio à donner des cours. Donc j'ai embauché, et donc maintenant, effectivement, ça fonctionne. Et aussi parce que ma fille est née. Donc mes filles ont bercé dans la danse, hein, compétition de danse. Donc elles sont voilà, c'est un peu leur bébé aussi, hein, Harmony Dance Center, c'est un peu leur bébé. Et donc ma fille aînée, qui habite à San Francisco, en fait, est maintenant directrice de l'école. Alors les chiens font pas des chats, hein, parce qu'elle est product manager dans une société qui fait de la reforestation à grande échelle. Donc elle a un travail à plein temps, et en plus de ça, elle s'occupe effectivement de l'école de danse. Là, on a le spectacle de fin d'année qui est dans 2 jours, et donc voilà, les chiens font pas des chats, parce qu'effectivement, elle a aussi un emploi du temps qui est très très chargé, parce qu'elle continue aussi, elle, à danser. Et donc voilà, elle, la différence, je dirais, entre moi et elle, c'est que quand j'ai fait mes études, donc je travaillais sur ma thèse, et quand j'avais fini ma journée, je partais en répétition, mais c'était 2 choses complètement séparées. Elle a été dans une fac qui permettait de faire aux États-Unis, on peut faire des double majors. Donc voilà, mes filles ont fait voilà, d'un côté art, et puis aussi computer science. Ou alors il y en a une qui a fait par exemple zoologie, et puis qui à côté aussi a fait creative writing, parce qu'elle écrit très très bien. Et donc voilà, donc c'est ma petite dernière, pareil. Ils ont ce côté artistique. Mon mari aussi est scientifique et artistique, donc je pense que voilà, elles n'ont pas échappé à ça. Donc voilà. Donc pour revenir à comment je fais, effectivement, j'ai beaucoup d'aide. J'ai des gens formidables qui m'entourent.
entourent et sans qui ça serait impossible de faire tout ce que je fais. Donc ça, il faut pas les oublier. Je leur dis sûrement, si, je leur dis merci, mais j'aimerais leur dire encore plus parce que vraiment, c'est toute une équipe de gens et des gens qui sont passionnés. Qui comprennent les artistes et voilà. Donc c'est ça la clé en fait, c'est savoir bien s'entourer. Je me souviens avoir été voir une conférence par quelqu'un qui avait monté une société qui s'appelait Business Objects c'était aux États-Unis et il parlait un peu de son expérience et il avait dit c'est important de s'entourer de gens qui sont meilleurs que vous dans leur domaine. Les Français en général sont assez réticents parce qu'ils ont peur que ça leur enlève la lumière. Et il expliquait en disant en fait non, pas du tout, et on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc c'est important de s'entourer de gens, par exemple en communication, c'est pas mon domaine, j'ai quelqu'un, Claire, qui gère tout ce qui est ma communication, c'est vraiment une experte, c'est la meilleure, et donc c'est important d'avoir effectivement des gens qui vont pouvoir nous épauler. Et puis ça permet aussi de travailler en équipe, de travailler, d'échanger, et puis de s'entraider. Parfois, il y en a qui ont des doutes, ou par exemple, nous, quand on a un artiste, voilà, j'aime bien discuter avec toute l'équipe et en leur demandant voilà, comment on peut faire, comment on aborde ça. Et voilà, donc voilà le secret, en fait, effectivement, c'est de savoir bien s'entourer et avec des gens qui sont aussi passionnés. Et le dialogue. Ouais. Et alors le fait d'avoir une école de danse, finalement, c'est une petite revanche puisque vos parents n'étaient pas trop d'accord pour poursuivre la danse en tant que professionnel. Donc oui, là, c'est un petit peu une revanche. Voilà, enfin, revanche, non, je pense que c'était une occasion, en fait. Je ne le prends pas comme une revanche, c'est juste que j'ai eu une opportunité. J'avais à l'époque une compagnie de danse et je cherchais des endroits pour répéter. Et puis, à côté de l'école où allaient mes filles, donc mes filles ont été en école française ou internationale parce que je voulais absolument qu'elles aient le bac. Je voulais qu'elles aient la culture française. Et donc, j'ai été voir, il y avait un studio qui était dans les mêmes locaux que l'école. Et en fait, la personne m'a dit, est-ce que vous voudriez donner plus de cours? Et pareil, comme mon papa me disait, il ne faut jamais dire oui, il ne faut jamais dire non. Il faut dire je réfléchis, donc c'est pareil, j'ai dit je vais réfléchir. Et puis et en fait je me suis dit c'est un bon compromis aussi parce que ça me permettra d'être en vacances quand mes filles sont en vacances parce que le studio va être fermé. Donc voilà, tout s'alignait et donc voilà, c'est plutôt une opportunité que j'ai saisie. Je regrette pas du tout d'avoir fait ce que mes parents m'ont fait faire entre justement l'aéronautique et tout ça. Et je pense que tout arrive pour une raison. Et en fait, tout s'enchaîne. Et je pense que tout ce qui nous arrive, tout ça est lié, en fait. Et donc voilà. Donc non, je ne vois pas du tout ça comme une revanche. Je vois ça comme un aboutissement, en fait, de voilà, être arrivé à vivre de mes passions, en fait. Alors du coup, lancer et faire vivre Piaf, ça demande une énergie colossale. Donc vous avez dit que vous étiez pas stressé de nature. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de gérer le stress au quotidien, quoi, du coup. Vous n'avez pas de technique particulière pour gérer ça. Vous avez simplement une approche très ouverte, en fait. Je vois beaucoup ça chez les Américains qui sont en mode solutioning, qui sont plus en mode oui, mais alors comment on peut faire pour, plutôt qu'en mode dramaturgie, on va jamais y arriver. Oui, absolument. Et je pense que ça vient de la façon dont mes parents nous ont élevés. J'ai 2 frères et par exemple, comme je disais, mes parents étaient expats, donc on a déménagé. Voilà, j'avais 18 mois, on est parti à Madagascar. Après, on a fait Nouméa. Donc voilà, c'était pas l'Autriche et puis le Portugal, c'était vraiment. Et à l'époque, c'était voilà, quand on est revenu de Nouméa, on a atterri dans une station de ski, mais on nous a regardés comme si on était. Ils n'avaient même pas entendu parler de Nouméa, ils savaient même pas où c'était sur la carte. Et à l'époque, on mettait 26 heures d'avion pour y aller, donc c'était
Voilà, c'était le bout du monde. C'était vraiment le bout du monde. Mais mes parents j'ai toujours eu le sentiment que c'était une chance. En fait, la façon dont on vivait était une chance. Et par exemple, je sais que ma maman m'avait dit, au bout de 22 ans de mariage, elle avait calculé, ils avaient déménagé 24 fois. Et, C'est mais, énorme. et en fait, ils n'ont jamais, j'ai jamais senti de mes parents que c'était un stress de déménager, que c'était compliqué. Et je pense que les enfants sont des éponges. Donc, si les parents sont très stressés, ils vont devenir stressés. Et donc je pense que ça vient de là, en fait, le fait de se dire, bon, ben voilà, on prend les choses comme ça vient. Et puis, bon, voilà, on trouvera une solution. Et je pense que voilà, mes parents m'ont pas du tout élevé dans l'esprit, comment dire, plus français, effectivement, Catastrophisme, voilà, ouais. catastrophe, voilà, il faut trouver une solution, non, pas du tout. Donc, les gens me disaient, ah non, mais parfois dans la rue, les gens vous arrêtent en disant, ah, bah voilà, ils veulent vendre un produit contre le stress. Moi, je leur disais, Pourquoi faire? C'est pas pour moi, désolé. non, non, non. Alors ça m'arrive parfois de me dire, oh là là, c'est vrai que là, le dernier épisode du visa qu'on a eu, bon, j'avais moins le sourire parce que j'ai travaillé, pendant 10 jours, j'ai travaillé non-stop, mais vraiment non-stop pour trouver des solutions parce que sinon, il aurait fallu qu'on annule toute la tournée. Et ça, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, donc il y a des hauts, il y a des bas, hein, faut pas croire que... voilà, mais je prends tous les challenges comme bah voilà, faut trouver une solution en fait. Et comme je disais, quand on me dit quelque chose est impossible, en général, l'avocat quand il m'a dit ce que vous voulez faire c'est impossible, et je me suis dit voilà, et je l'ai fait. Alors enfin je l'ai fait, on l'a fait. C'est marrant, c'est un esprit très américain, parce que les Américains disent que rien n'est impossible et que tout est possible, Oui, quoi. oui, 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 c'est absolument. Et d'ailleurs, quand j'ai eu mes filles et que je parlais, j'avais pas ma maman, j'ai perdu ma maman, j'étais assez jeune. Et mon papa me disait un peu comment il nous élevait et comment il voyait, il comparait à comment les Américains avaient leurs enfants. Et il se comparait beaucoup à ça, dans le positivisme, en Ouais, disant c'est ça. à toujours voir voilà, ce qui était bien et pas forcément ce qu'on peut mieux faire, ce Exactement, qu'on ouais. peut améliorer. Donc, effectivement. Alors, vous êtes également éditrice en chef du Le Petit Journal. Ça consiste en quoi exactement, être éditrice? Je m'ennuyais un peu entre 3 heures et 4 heures du matin. On a vu, on a remarqué. Et en fait, il y a bien 1 an et demi maintenant peut-être, le petit journal, le petitjournal.com m'a nominé comme prix du public des Français de l'étranger. Donc, je me suis intéressée d'un petit peu plus près de ce journal. Et puis, je constate, ils ont 76 éditions dans le monde. Ce qui est bien, ça a été créé il y a plus de 20 ans. Et en fait, je remarque qu'à San Francisco, il y a pas d'édition. Et donc, quand je vais les voir, je leur dis, mais c'est marrant, parce que vous n'avez pas d'édition à San Francisco. Et donc, ils me disent, est-ce que ça vous intéresserait d'en créer une? Je leur ai donné la même réponse. J'ai pas Je dit vais oui, j'ai pas réfléchir. dit non. J'ai dit je vais réfléchir. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais et j'aimais écrire. J'ai fait des maths, mais en fait, je pense que j'étais plus littéraire et donc voilà. Donc j'ai mis un peu plus de temps quand même en me disant bon, il y a quand même Piaf qui prend vraiment beaucoup de proportions parce que à nos débuts, on produisait 2, 3 tournées par an. Bon, il y avait aussi les spectacles de danse qu'on faisait. Et là, c'est vrai que le rythme s'est accéléré et je me suis dit vraiment. Et puis finalement, j'ai dit oui, je regrette pas, ça me plaît vraiment. Ça me permet de mettre en avant. Donc c'est quoi en fait? On trouve des sujets dont on veut parler. Donc c'est l'édition principalement donc de San Francisco. Quoique je déborde un petit peu sur Los Angeles et puis San Diego La Californie. et la Californie et peut-être un petit peu plus haut. Donc voilà, discuter, trouver des sujets. Alors j'ai aussi des contributeurs et des contributrices qui écrivent des sujets dont ils ont envie, dont ils ont envie de parler. Je fais des interviews et j'aime mettre en valeur des gens qui sont pas comment dire, qui sont pas forcément des gens qui sont connus, mais qui ont un parcours intéressant. Je suis passionnée par les gens qui ont un parcours intéressant, par les gens qui ont qui ont bifurqué de métier.
Parce que j'avoue, quand j'étais en France et que je faisais effectivement beaucoup de choses, et parce que c'est ma nature en fait, parfois les gens ne comprenaient pas. Que je puisse faire autant de choses, alors qu'en fait, beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens travaillent sur différents projets, de plus en plus, ou alors bifurquent. Là, j'avais interviewé quelqu'un qui a complètement bifurqué et qui a beaucoup de succès dans son nouveau travail. Il y en a énormément. Et donc, j'avais envie de mettre en valeur ces gens-là, en fait. Les gens dont on ne parle pas. Mais en fait, ça vaut vraiment le coup de parler d'eux. Là, j'ai en tête quelqu'un, d'ailleurs, qui est une de mes volontaires, d'ailleurs, qui nous aide quand on a des tournées, qui est tout le temps présente et qui s'occupe en fait des jeunes qui sortent de prison pour les aider à se réinsérer dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, et donc je lui ai dit, je vais absolument faire un papier sur toi, raconter ce que tu fais, pour que ça ait de l'impact sur plein à plusieurs niveaux. Les impacts, en fait, je crois que c'est ça que je recherche, c'est les impacts qu'on a sur les gens, et ça peut être à tous les niveaux. Quand on fait, effectivement, on raconte que quelqu'un, voilà, comme cette personne qui aide les jeunes à se réinsérer, eh bien, ça a un impact sur les jeunes qui ont besoin de se réinsérer en disant, oui, je suis soutenue. Donc voilà, c'est tous des projets qui me tiennent à cœur, de la même manière qu'on en parle beaucoup, mais ça, vous l'avez vu, on parle beaucoup des violences conjugales et du harcèlement et des choses comme ça. Moi, c'est des sujets qui me touchent énormément. Il y a beaucoup d'artistes de plus en plus qui font des projets où elles racontent un peu ce qu'elles ont vécu. Et d'ailleurs, on travaille sur un événement qui s'appelle Voix de femmes, et qui permet, le but en fait, c'est de montrer surtout aux femmes qui sont expatriées. C'est compliqué déjà. Vivre une relation qui est conjugale, qui est compliquée, c'est difficile quand on est en France près de sa famille, mais quand on est dans un pays, dans un autre pays, c'est encore plus difficile. Et donc, voilà, j'ai commencé à parler avec des associations en disant, faisons venir, on fait un spectacle. Et puis, on fait un panel aussi avec des juristes, avec des témoins aussi, quand les gens témoignent en disant, voilà, je m'en suis sortie. C'est comme ça que faire réaliser que, voilà, une prise de conscience. Donc voilà, donc on est en train, d'ailleurs, on est, donc en tant que non-profit organization, on lève des fonds, parce qu'il y a des projets pour lesquels, effectivement, on a besoin de lever des fonds pour pouvoir donner jour à des projets comme ça, qui sont des projets importants toujours, avec, voilà, que ça ait un impact, si ça peut déclencher effectivement chez des femmes qui sont dans ces conditions, qu'elles réalisent qu'il y a de l'aide, qu'il y a des choses qui se font en fait. Et pareil pour le harcèlement Elles sont pas scolaire, seules. voilà, qu'elles sont pas seules en fait. Et voilà, donc ça fait partie, je pense que pour moi, ça fait partie un peu de l'évolution de Piaf, qui est passé effectivement, on fait bien des artistes, et c'est un peu what's next en fait. C'est un peu, je pense que je suis un peu, une fois que j'ai prouvé que voilà, c'était faisable, on l'a fait, on pouvait le faire. Et ben maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Comment évoluer? voilà, comment évoluer, mais c'est pas dans le sens, tout se fait de manière très naturelle en fait. C'est des idées, les inspirations viennent, les spectacles que je viens voir, ou les gens avec qui je discute, ou des choses comme ça, qui font que les projets évoluent, ou qu'on rajoute des projets. Après, il n'y a que 24 heures dans une journée, alors il y a des choses. Et il faut dormir. Et il faut Il faut dormir. vous reposer. Et voilà, donc effectivement, il y a des choses qui sont qui mettront plus de temps. Regardez le festival d'humour, ça fait 10 ans que j'y pense. Alors ça a mis 10 ans, mais voilà. Mais je préfère que les choses soient bien faites et bien pensées, plutôt que de partir en se disant bon ben voilà, et puis on verra, et que ça soit bâclé. Donc voilà, c'est toujours derrière. Il faut Puis vous l'avez vu dans votre expérience, quand l'expérience est bonne justement, de manière globale pour le public ou pour les gens qui sont impliqués, ça change tout en fait. Et donc ça sert à rien de bâcler quelque chose qui va au final, qui va pas avoir l'impact quoi. Oui, tout à fait. On arrive au bout de l'interview. On avait encore
une question, c'était par rapport à l'évolution de la présence culturelle en France. Parce que c'est vrai que moi, je suis arrivé il y a 10 ans aux États-Unis. Et c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas la même présence qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus... J'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus simple d'avoir accès à la culture française aux États-Unis. Et c'est sans doute en grande partie par le travail que vous faites. Que quand je suis arrivé, j'avais tellement une nostalgie de la France et je me disais mais comment je peux, à part aller au restaurant, comment je peux me connecter à la France, quoi. Oui, mais c'est bien, c'est bien, et voilà, pour nous, c'était quelque chose d'important. C'est que je voulais, c'était important d'amener la culture française aux États-Unis, aussi pas uniquement pour des gens comme vous qui ont envie de voir ça, mais pour nos enfants. Pour leur dire, voilà, il faut que vous soyez aussi exposés. Comme je disais, c'est important de garder ses racines. Donc, nos filles ont une triple culture. Et c'était vraiment quelque chose de primordial de pouvoir effectivement amener la culture. Et encore une fois, on a beaucoup de talent en France. On a beaucoup de talent à tous les niveaux. Et il y a tellement de projets. Parfois, ça me donne le vertige non, mais ça, là, on touche juste, c'est le haut de l'iceberg. Comment dire, les idées de projets ou des choses que j'aimerais faire. Je sais que je ne pourrais pas toutes les faire, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait que j'ai une structure avec énormément de monde. D'ailleurs, on recrute du monde pour effectivement arriver à faire tous les projets que nous avons envie de faire au niveau de Piaf, en fait. Donc voilà. Et Ou puis, alors il faut cloner. ouais, Cloner. alors ça, j'y ai pensé, effectivement, ça serait bien. Ce que je dis aussi à mon mari, comme je disais, qui est vraiment très très présent et qui est qui est très impliqué dans Piaf, ça serait bien. Là, alors là, ça serait parfait. Ça serait parfait, en fait. Ça serait parfait. Et puis, alors, j'aimerais profiter aussi de ce moment-là pour dire merci aussi aux spectateurs qui viennent voir les spectacles, parce qu'il ne faut pas oublier que sans eux, il y aurait pas de spectacle aussi. Donc c'est vraiment important que les gens viennent voir les spectacles, qu'ils aient envie aussi de venir voir des choses dont ils sont pas forcément au courant, ou des nouveaux artistes, mais c'est vrai que ils jouent un rôle important. Et comme je le disais, quand les gens après nous envoient un petit mot pour nous remercier en nous disant, et vraiment des mots sincères. Là, il y a une dame, elle m'a mis un mot sur Facebook, mais j'en aurais pleuré tellement c'était mignon. Elle nous disait, pour nous, vous êtes une star, merci de rester. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que je fais quelque chose. C'est la reconnaissance. Mais la reconnaissance que les gens ont de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment toujours prêt à aider aussi. Ça fait vraiment du bien au cœur de dire, bon, ben voilà, on est compris. Voilà, c'est un échange, et moi, je leur amène ça, et puis eux, en échange, effectivement, ils m'amènent voilà, quand ils ont des petits mots, et c'est vraiment sympa. Quand vous mettez autant de passion et d'énergie dans quelque chose et que derrière, les gens... vous voyez qu'il y a un retour extrêmement positif, ça fait toujours... En fait, ça confirme déjà que ce que vous faites, c'est ce qu'il faut faire. Et puis ça aide aussi, ça fait toujours un peu de bien. Oui, absolument. De même pour vous, regardez ce que vous faites, c'est pareil, hein, c'est aussi une manière de partager avec les autres, en fait. Hein, Ouais, c'est ça. Voilà, donc bravo à vous. Merci encore de m'avoir contacté et écouté sur... merci à vous. On aurait pu vous écouter pendant plus longtemps, mais on sait que vous avez un agenda chargé, il paraît. Donc, du coup, mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps justement avec nous, et on espère vous recroiser très vite. Avec grand plaisir, et merci à vous encore. Merci.